Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. On lisait dernièrement dans le journal des affaires le témoignage de Jamel Boukouré, vice-président en marketing et développement des affaires chez Multidev Technologies, qui affirme que les entreprises qui se sont montrées les moins affectées par les répercussions de la crise sont celles qui résonnent en écosystème, qui se perçoivent comme un acteur bienveillant de l'environnement dans lequel elles évoluent, bref, qui pensent en termes de connexion. Pour se penser comme acteur d'un environnement bienveillant, les entreprises doivent créer et faire partie de communautés. Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de comment faire face à l'impact de la crise sur les communautés et les écosystèmes. Au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir comme professionnel et entrepreneur. Pour démarrer cette thématique de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Déborah Cher-Enfant de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Depuis 2020, Déborah est la présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Entrepreneur dans l'âme, Déborah est également la fondatrice du studio créatif Atelier Coloré et du blog à succès d'affaires au féminin Modèle. Elle est également très impliquée dans sa communauté et siège sur plusieurs conseils d'administration. Elle nous partagera alors son expérience et ses avis en temps de crise. Bonjour Déborah, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation afin d'entrer dans le vif du sujet tout de suite qui est comment faire face à l'impact de la crise sur les communautés et les écosystèmes. J'aimerais aborder d'emblée l'impact que cette crise a eu sur la Jeune Chambre. On sait que la Chambre est un incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. Vous offrez une large panoplie d'événements organisés chaque année. Donc, comment vous avez réagi face à l'arrivée de cette situation et comment toi, en tant que leader, tu as réagi face à cela? Bon, merci tout d'abord de l'intérêt pour comment la Jeune Chambre a réagi à cette crise-là. Donc, tout d'abord, je pense que c'est important de rappeler les faits et de prendre acte des mesures gouvernementales. Donc, très rapidement, la Jeune Chambre a fait partie des premiers à suspendre ces événements publics parce que très tôt, vers le 11-12 mars ou même le 13, si je ne m'abuse, il a été décidé effectivement d'arrêter tous les rassemblements de 250 personnes et plus. Et la Jeune Chambre étant très présente sur le terrain avec un calendrier d'événements, de plus de 70 événements par année, c'est sûr que ça a été quand même un des premiers acteurs qui ont été touchés. Donc, très rapidement, à partir du jeudi 12 mars, donc on a pris la décision de suspendre nos événements publics. Donc, très rapidement, ça a été de prendre acte de ces conseils et mesures gouvernementales et par la suite de véritablement agir face à ça. Donc, mais très rapidement, je te dirais, Émilie, notre équipe étant très mobilisée, là, je parle à la fois de la permanence, des bénévoles, du conseil d'administration également de la Jeune Chambre, qui a été sollicité, mais vraiment très rapidement réagi. Et c'est là où on voit l'agilité de cette relève d'affaires à laquelle nous appartenons pour un peu apporter les réponses qu'on n'avait pas toujours, mais être en mesure de véritablement être ensemble face à cette crise pour trouver des réponses concrètes pour être en mesure de répondre aux besoins de notre clientèle, donc nos membres. Donc, la Jeune Chambre, comme tu l'as mentionné, représente des jeunes professionnels et entrepreneurs entre 18 et 40 ans. Et on représente à peu près, juste à Montréal, près de 1500 personnes. Et ça a été dès la première semaine, après avoir consulté nos bénévoles, notre équipe permanente et aussi notre conseil d'administration, c'était de sonder véritablement ces personnes-là, ces membres-là que nous représentons pour savoir quel était leur ressenti face à la situation qui était toute nouvelle, si on veut, que personne ne savait véritablement ce que ça allait donner. Et maintenant, aujourd'hui, on est presque 7 semaines plus tard. Donc, mais la réaction de la Jeune Chambre, ça a été tout de suite d'aller, encore une fois, sur le terrain, virtuellement, et de sonder. Et par la suite, après avoir collecté les intérêts, les réactions, de savoir comment notre communauté se sentait. Est-ce que c'était une communauté qui allait bien en mode télétravail? Est-ce que c'était une communauté qui voulait voir un certain type de thématique dans les événements? Et donc, ça nous a permis dès la deuxième semaine, d'offrir une offre complète sous, d'ailleurs, un nom JCCM en ligne. Parce qu'il faut aussi rappeler, je l'ai dit, la JCCM, c'est 70 événements par année
mais des événements physiques, des rassemblements vraiment avec des personnes, si on veut, physiques, mais d'être en mesure en moins de 2 semaines d'offrir une offre complète de webinaires, de formation, de contenu en ligne. Ça a été tout nouveau pour nous. Donc, quand on parle de pivot dans les startups, je pense qu'on l'a vécu nous-mêmes à une vitesse grand V. Et ça a été ça la réaction de la Jeune Chambre pour répondre à cette crise-là et l'impact. Et comme tu l'as mentionné, je pense en conclusion, en tant que leader, ça a été véritablement d'être présente, d'être ouverte, d'être aussi flexible par rapport à tout ça et également de faire confiance parce que moi, je suis la présidente et la porte-parole. Donc, c'est un poste bénévole, donc de représentation aussi de la Jeune Chambre. Donc, c'était aussi d'être à l'écoute de ce que vivait l'équipe permanente qui est beaucoup en contact avec nos membres et nos bénévoles, ainsi que d'être présente aussi avec le CA pour être en mesure de prendre ces décisions-là le plus rapidement possible pour répondre aux besoins de nos membres. Alors, j'aimerais justement creuser peut-être un peu plus sur le besoin de vos membres. J'ai vu passer les sondages, je suis membre évidemment de la JCCM, donc j'ai vu passer toute cette effervescence-là, j'ai vu la réactivité aussi avec laquelle vous vous êtes adapté, vous avez proposé des nouveautés, mais est-ce que justement on peut en savoir un peu plus sur la réaction de vos membres? Comment a été justement l'impact qu'ils ont ressenti en tant que peut-être individu et de communauté? Comment ils ont pu voir ça? Est-ce qu'ils se sont sentis isolés tout de suite? Est-ce que ça a été un vrai appel peut-être un peu à l'aide auprès de la Jeune Chambre en disant oui, on a besoin de choses bien spécifiques? Comment ça s'est représenté? Ben, je te dirais que présentement, on n'a pas fait de nouveaux sondages. C'est un élément sur lequel on travaille d'ailleurs pour être en mesure de faire comme un après. Donc, le premier sondage qui était vraiment dans la toute première semaine, donc là, on parle de la semaine du 16 mars, donc qui était très tôt, quand même dans le début de cette crise que nous traversons tous. C'était beaucoup plus en termes de réaction très rapide. Donc, est-ce que c'était des gens, est-ce que nos membres, comment ils vivaient le télétravail, c'était quoi qu'ils voulaient voir en termes de type de contenu que la Jeune Chambre pouvait offrir. Donc là, maintenant qu'on est à 6 semaines plus tard, ce serait l'occasion de retourner sur le terrain virtuellement et de voir un peu comment se sont passées ces 6 semaines en termes de télétravail, de confinement, mais aussi en termes, je dirais, d'emploi et d'entreprise. Donc, nous, on n'a pas encore sondé véritablement, mais on travaille là-dessus et ce sont des informations qu'on pourra communiquer bientôt. Mais si je peux me baser sur d'autres sondages, peut-être que d'autres organisations ont pu faire, non seulement en termes de santé, et là, je parle même pas encore de santé mentale, mais en termes de santé, on voit que les jeunes sont très, très, très affectés par cette pandémie-là. En termes de santé mentale, comme je l'ai mentionné, là aussi, on a fait un mini-sondage, si on veut, sur les réseaux sociaux de la page de la Jeune Chambre pour voir un peu comment nos membres se sentaient. Donc, on a eu quand même des personnes qui ont manifesté se sentir bien. Oui, ça, il faut le mentionner. Il y avait des gens qui vivaient bien, à savoir qui ont eu la chance de garder leur emploi, de garder leur entreprise. Mais aussi, on avait des gens qui vivaient ça un peu moins bien que d'autres, donc qui ont fait part de leur angoisse, des soucis de santé mentale, etc. Donc, nous sommes en train de surveiller de très près et probablement, on l'espère qu'on trouvera un moyen de l'adresser. Par ailleurs, je parlais d'impact sur les jeunes professionnels et entrepreneurs ou tout simplement à la relève d'affaires. On peut comprendre ou on peut deviner que les impacts se feront sentir sur un long terme. Donc, à court terme, on voit tout de suite. À moyen terme aussi, on imagine, on parle de 18 mois juste pour un retour à la normale, ceci étant dit en considérant qu'on aurait trouvé un vaccin. Mais on peut déjà présumer que les impacts sur les jeunes professionnels et entrepreneurs, la relève d'affaires que nous représentons, vont se faire sentir quand même pour un bon bout de temps. Et je parle tout simplement en termes économiques, en termes fiscaux, donc toutes les mesures gouvernementales qui ont été annoncées. Donc, on peut déjà présumer que ça va avoir un impact sur les jeunes travailleurs que nous sommes et ceci pour les années à venir. Mais tout de suite, dans l'immédiat, je te dirais, Émilie, que on a, mais comme dans la société, on a un peu comment je pourrais dire, un avis mitigé sur des personnes qui effectivement ont été en mesure de garder leur emploi, d'autres personnes qui sont vraiment en détresse, que ce soit psychologique ou financière, parce que soit elles n'ont pas été en mesure de garder leur emploi ou qui ont leur entreprise qui est probablement en péril, et d'autres qui sont en train de redéfinir, faire des pivots et revoir un peu comment la crise pourrait leur amener
des opportunités entre guillemets. Mais au niveau de la Jeune Chambre, on n'a pas encore de données précises sur nos membres, mais on travaille là-dessus. Justement, d'un point de vue thématique, autant des événements que les conférences ou formations que vous offrez, on va dire en temps normal, où il y a déjà une très grande place faite à l'humain, je trouve que justement la situation a peut-être augmenté davantage cet intérêt-là sur l'aspect résilience, sur l'aspect bien-être. Est-ce que c'est quelque chose justement que vous allez continuer de développer à long terme, vu que là t'expliquais que le retour à la normale, avec plein de guillemets que ça sous-entend, se ferait peut-être d'ici 18 à 24 mois. Comment vous anticipez justement peut-être les thématiques d'accompagnement pour la suite? Ah, on le voit tout de suite, Émilie. Je peux te dire que ça fait, ce vendredi, ça va faire la 3e semaine que moi, personnellement, j'anime des entretiens sur notre page Facebook en direct. Et ce sont des entretiens avec des entrepreneurs sociaux, acteurs de changement, pour repenser un peu ou penser à l'après-COVID déjà. Et c'est important de dire que ce sont tous des acteurs qui agissent depuis un certain nombre d'années sur des alternatives que ce soit au modèle d'affaires ou aux modèles sociaux que nous connaissons actuellement. Et je peux te dire que les termes que tu mentionnes, que ce soit résilience, l'aspect humain, l'aspect solidaire, l'aspect souveraineté même alimentaire, ce sont des termes que j'entends de plus en plus, que les gens qui alimentaient des pensées ou des actions autour de ces thématiques-là se font de plus en plus entendre, et la société, entre guillemets, est beaucoup plus à l'écoute parce que on est dans une phase où, comme le Premier ministre l'a annoncé, où le Québec est en pause. Donc là, aujourd'hui, avec le point de presse, on commence à comprendre qu'à partir du 4-11 mai, l'économie va rouvrir. Mais depuis les 6 dernières semaines, économiquement, le Québec était en pause. Donc, ça a permis à plusieurs entreprises, je le sens, et j'ai l'occasion effectivement d'en discuter avec quelques entrepreneurs à date, que ça leur a permis en même temps de faire le vide, mais aussi d'être en train de faire le plein de nouvelles idées à mettre en œuvre et à mettre sur place au sein de leurs équipes, au sein de leur entreprise, mais aussi faire en sorte de pouvoir réagir assez rapidement par rapport aux demandes des clients, des consommateurs, parce que on le sent. Avant, les consommateurs avaient pas mal, déjà beaucoup de pouvoir, mais encore plus parce que en tant que société, en tant que nation, en tant que pays, on veut plus et on veut savoir comment obtenir ce plus-là. Et je sens véritablement les entreprises très, très, très ouvertes. Et juste à parler de télétravail, donc je pense que plusieurs entreprises ont réalisé la faisabilité de la chose et le fait que télétravail peut-être ne rime pas toujours avec manque de productivité. Et donc, serait peut-être assez ouverte à instaurer ces éléments-là de façon permanente. Je lisais en fin de semaine des dirigeants de 4 institutions bancaires, dont la BMO, qui fait partie des grands partenaires de la Jeune Chambre. Donc, je pense que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries et d'environnements sont en train de penser pour faire en sorte de faire un peu plus de place à l'humain, un peu plus qu'avant, et de miser sur cette transparence avec les employés, cette résilience des employés, mais aussi la résilience des entreprises également. Je pense que ça, ce sont des éléments dont on va entendre beaucoup parler. Et la Jeune Chambre a déjà commencé à aborder, si on veut, ces sujets-là avec des acteurs de la relève d'affaires que nous accueillons tous les vendredis. Assurément que justement ces aspects, ces sujets-là de flexibilité du travail va rester. C'est sûr que ça va être très difficile après 6, 7 semaines, 8, 9, dépendant quand ça va exactement se remettre en place, de dire en tant que dirigeant d'entreprise ou gestionnaire, non, le télétravail, ça fonctionne pas vu qu'on est déjà en train de le faire, qu'on arrive à le faire malgré la situation, malgré l'anxiété, malgré le stress, malgré la gestion des enfants aussi qu'on a. On arrive quand même à rendre une certaine productivité au travail. Donc, en ayant moins ces aspects anxiogènes-là, ça va être très difficile, effectivement, de trouver des excuses pour dire que
le télétravail ne fonctionne pas. Par contre, on a un point de Shahrazad Jeffal qui nous dit qu'il y a des entreprises qui ont assuré une bonne performance en télétravail. De ce fait, elles vont être probablement les dernières à revenir à la norme, mais personne n'évoque leur santé mentale. Justement, c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé, on va dire peut-être les 4-5 premières semaines facilement, de cet aspect adaptation, flexibilité, télétravail, comment on le met en place, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, on se rend compte que oui, mais là on commence aussi à réaliser qu'il y a un aspect de santé mentale qui est aussi important parce qu'on a la gestion des enfants en parallèle, on a aussi toute cette pression anxiogène qui est sur les épaules. Moi personnellement j'ai pas d'enfants, mais je me sens quand même davantage stressée que d'habitude parce que c'est vraiment une situation à laquelle on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté. Donc comment on peut anticiper justement ce retour à la normale là après ce côté impact santé mentale? Comment toi tu penses ça? Moi je pense que la première barrière qu'il faut surmonter ou qu'il fallait surmonter, parce que je pense qu'on l'a fait. Moi, je peux te dire que la semaine passée, parce que moi, j'écoute tous les jours le point de presse, je fais partie de ces gens-là qui ont fait du point de presse un rituel. La semaine passée, je pense, si je ne m'abuse, ça a été la première fois que le premier ministre a parlé ou a mentionné le terme santé mentale, ou peut-être la semaine d'avant. Et à partir de ce moment-là, quand on a un premier ministre qui en parle de façon aussi ouverte et on a aussi le directeur de la santé publique qui évoque l'aspect de santé mentale comme un élément important à considérer dans le cadre du confinement, mais aussi du déconfinement également, dont on entend parler de plus en plus. Je pense que là, ça a permis de franchir une barrière qui, à date, ne l'était pas, parce que c'était, je pense, une conversation réservée peut-être à certains milieux. Au niveau des entreprises, nous, on a la chance, la Jeune Chambre, d'avoir Bell comme grand partenaire qui, d'ailleurs, est derrière une journée très importante en janvier consacrée justement à la santé mentale et qui en parle et qui brise des silos pour être en mesure d'amener ce sujet de conversation-là autour de la table dans le milieu du travail et pour faire en sorte qu'on puisse non seulement vulgariser c'est quoi, on parle de quoi exactement quand on parle de santé mentale, mais aussi faire en sorte qu'on puisse déstigmatiser les gens qui en souffrent et les gens qui osent en parler. C'est clair qu'avec la situation inhabituelle qu'on est en train de vivre, et là, ça fait, je sais plus sincèrement en termes de jours, j'ai du mal à considérer, à compter le nombre de jours depuis. On perd le compte au bout d'un moment. Exactement, au bout d'un moment, on sait plus. Mais c'est sûr que le fait d'en parler, c'est déjà la première barrière. Mais les entreprises, je pense, peut-être que je suis optimiste, je pense, ont définitivement cet enjeu à cœur et seront de plus en plus sensibilisés au fait d'instaurer des outils, des mesures, des ressources au sein même de leur entreprise pour être en mesure de s'attaquer à cet enjeu-là et pas simplement distribuer des pamphlets pour dire vous pouvez appeler un numéro 1-800. Je peux comprendre que des entreprises n'ont peut-être pas les moyens d'avoir tous ces services au sein même de leur structure. Mais je pense que les grandes entreprises, les grands employeurs du Québec étaient déjà probablement beaucoup ou assez nombreux là-dedans, mais de plus en plus vont être en mesure d'aborder ce sujet-là, de définir c'est quoi la santé mentale, parce que très souvent encore on peut avoir une conception tellement négative on parle pas de ça, c'est tabou, etc. Mais je pense qu'on est en train de crever l'abcès et ça part vraiment, si on veut, du chef de l'État et on l'a vu au cours des 10 derniers jours. Et là, maintenant, pour faire en sorte que ça fasse partie de toutes les strates de la société, moi, je pense qu'on est là et on va être... Je pense qu'on va être agréablement surpris et surprise de voir les mesures qui seront annoncées ou préparées par les différentes entreprises que nous connaissons ou que nous apprécions, si on veut, au cours des prochains mois. Et ça va être un des impacts, si on veut, ou un des résultats que cette crise nous aura amené, c'est de faire en sorte qu'on puisse regarder la vérité en face. C'est que oui, productivité, oui, économie, mais aussi bien-être. Et le bien-être passe par une santé mentale qui est également en équilibre, si on veut. C'est certain. J'aimerais revenir un peu plus sur le côté justement, en tant que jeune chambre, moi personnellement, je vous identifie tout de suite avec une grande composante innovation. C'est le côté jeune justement qu'on veut toujours pousser et développer un peu plus que dans les autres regroupements d'affaires.
comment vous vous y prenez pour rester présent, à l'écoute de vos membres, hein, et aussi d'être à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter. J'imagine que le quotidien, autant de la permanence que des bénévoles, a changé de par l'impact de cette crise. Donc, pour continuer en fait sur la question qu'on avait déjà lancée juste avant, je trouve qu'il y a un leadership bienveillant à mettre en place auprès des équipes à cause justement de ce télétravail-là qu'on a eu de manière un peu plus imposée. Donc, comment ça se passe vraiment à l'interne pour rester en contact avec les 150 et quelques bénévoles? Puis, on voit que ça reste très actif. Je veux dire, je fais partie du réseau Jeunes Leaders de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. On est encore informés. On voit que les entreprises, les partenaires de ces réseaux-là sont encore actifs. Donc, la communication est encore active et très ouverte avec les partenaires, les membres, etc. Donc, comment on met ça en place? Est-ce que c'est une initiative qui part du leadership ou est-ce que en fait c'est vraiment parti autant des bénévoles que des employés que de la permanence? Comment ça se met en place justement ce type de communication ouverte là pour faire avancer les choses vers l'innovation? Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis, Émilie, et merci aussi de noter cette réactivité de la Jeune Chambre. Je suis très contente de l'entendre le souligner. Je te dirais que c'est un mélange de tout ça. Dans le sens, c'est un mélange d'innovation parce qu'effectivement, on veut pas, on est la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Tu l'as dit dans l'intro, on est la plus grande jeune chambre de ce type à travers le monde. Donc, il faut quand même qu'on ait un certain standard et standing, si on veut. Par ailleurs, c'est important aussi de mentionner que l'équipe, parce que j'essaie de répondre aux nombreux aspects de ta question, ça a été difficile pour tout le monde, particulièrement difficile pour notre équipe permanente qui quotidiennement se voyait, était en mode coworking, espace ouvert, donc qui avait l'habitude d'échanger, de se voir, de se parler, de véhiculer les idées, mais très rapidement, aussi du jour au lendemain, ça a été communication, réunion virtuelle, tout le monde a utilisé Zoom dès le départ et ça a été aussi un apprentissage, la plateforme Zoom, c'est quoi, quels sont les moyens, quelles sont les ressources, comment on peut échanger là-dessus. Donc moi, je me rappelle très tôt, j'ai pu participer aux premières rencontres et de voir un peu la réactivité, comment l'équipe, justement, s'est mis vraiment au diapason par rapport à tout ce qui était sur le terrain. Donc, ça c'est une chose. Par ailleurs, tu mentionnes le réseau Jeunes Leaders. Effectivement, ça, c'est grâce à la coordination et à l'implication de nos nombreux bénévoles qui font en sorte que la mission de la Jeune Chambre puisse se réaliser de façon assez complète. Parce que ce sont ces personnes-là les directeurs, les chargés de projet, qui sont en mesure de garder cette communication-là. Et effectivement, ça part pas envie de dire ça part du haut parce qu'on a tellement un modèle horizontal. Oui, on a une directrice générale, Sandrine Archambault, justement, qui lead toute cette équipe de permanents, mais également avec une directrice des opérations qui s'assure de justement la gestion de tous ces bénévolats. Donc, effectivement, on a un modèle de gestion et une structure organisationnelle qui nous permet d'être assez flexible et réactif et qui nous permet d'avoir quelqu'un aux événements qui puisse être en mesure de faire le suivi, quelqu'un au partenariat qui puisse être en mesure de faire le suivi. Donc, effectivement, ça a été dans la structure organisationnelle d'amener une réponse, de pouvoir amener une réponse très rapide et faire en sorte que nos bénévoles soient informés et qui font en sorte que nos membres, par la suite, soient également informés. Donc, un autre moyen, si on veut, qu'on a gardé, c'était l'infolettre, par exemple, qui même, je pense, 1 ou 2 semaines, on a même diffusé 2 fois par semaine, alors que en principe, c'est une infolettre hebdomadaire. Donc, pour nous assurer de communiquer la bonne information, l'information pertinente, mais l'information qu'on avait aussi nous-mêmes au fur et à mesure. Donc, très tôt aussi sur nos médias sociaux, qu'on a beaucoup mis de l'avant pendant cette période-là également. Donc, on a notre responsable marketing web qui si on veut vulgariser l'information à l'aide de visuels pour nous assurer que les gens, peut-être qui n'avaient pas l'opportunité de lire les courriels, les infolettes, mais au moins qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, puissent être en mesure de décortiquer l'information. Donc, ça a été vraiment une multitude de ressources. Et faut aussi dire qu'on a été soutenu dans tout ça par le conseil d'administration qui, juste à titre d'exemple, je pense, on a fait 3 rencontres extraordinaires du conseil d'administration depuis le début de la crise. Donc,
ça aussi, ça prend une équipe à l'écoute, une équipe flexible et une équipe, pardon, qui a à cœur le développement de la jeune chambre, mais aussi le développement des membres qu'elle représente. Donc, je te dirais que c'est un mix des deux. Oui, ça vient du haut, entre guillemets, si on parle de structure organisationnelle, à savoir CA, direction générale, etc. Mais ça vient aussi du reste de l'équipe, de ce mode de gestion horizontale qui est entièrement alimenté par les bénévoles qui s'impliquent année après année au sein de la Jeune Chambre et qui font en sorte de faire vivre les différents comités que nous avons. OK. Donc, c'est vrai qu'il y a une structure qui est déjà en place avant pour permettre ça. Et là, pour le coup, en temps de crise, ben, peut-être que c'est un peu plus smooth parce qu'on arrive justement à utiliser toutes les forces de cette structure-là. C'est davantage à l'experte en entrepreneuriat que j'aimerais m'adresser maintenant. Donc, depuis plus de 6 semaines, 7 semaines, est-ce que on peut dire qu'une certaine habitude s'est mise en place dans cette situation d'un point de vue entrepreneurial, ou est-ce qu'il y a encore des défis, selon toi, à relever? Et t'abordais justement le côté un peu point de vue financier pour les entreprises qui soit sont sur pause, soit peut-être bénéficient des aides gouvernementales. Quel est ton avis sur l'aide offerte actuellement? Est-ce que l'aspect financier, selon toi, répond déjà globalement bien aux besoins des entrepreneurs et peut-être davantage des jeunes entrepreneurs, ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire? Et si oui, quel type d'autres choses à mettre en place comme accompagnement ou ce genre de choses-là? Je pense, moi, je salue sincèrement toutes les mesures mises sur pied par les gouvernements parce que ça prouve une chose, qui sont à l'écoute, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, qui sont à l'écoute et ils sont sensibles à cette, si on veut, cette situation inhabituelle et au fait que les gens les entrepreneurs particulièrement, sont en train de vivre eux-mêmes aussi une situation inhabituelle. Donc, moi, je pense que faut saluer cette ouverture-là, cette sensibilité-là et cette prise d'action, cette prise de geste, parce que eux aussi, en termes d'agilité, de flexibilité, ça a été de mettre sur pied, de monter de toutes pièces vraiment des programmes et des mesures qui n'existaient pas 3 semaines avant, 2 semaines avant, 1 semaine avant. Donc ça, je pense que d'un premier lieu, il faut saluer ces initiatives et moi, je les trouve, pour la plupart en tout cas, très généreuses. Donc celles que j'ai eu la chance de consulter à date, très généreuses et, comment je pourrais dire, et respectueuses de l'état dans lequel se trouvent nos entreprises actuellement. Maintenant, faut aussi comprendre et être réaliste par rapport au fait que c'est pas tout le monde qui rentre dans toutes les mesures. Je pense que ça a été le cas avant la crise de la COVID, ça sera le cas après. Donc, une mesure unique ne va pas convenir à tout le monde, quel que soit l'effort ou les efforts qu'on mettrait à faire en sorte que ça soit possible. Là où, et dans cette panoplie de mesures, c'est sûr qu'il y a peut-être des oubliés ou peut-être des gens qui pourraient faire partie des mesures, mais qui, peut-être à 2 éléments près, ne correspondent pas totalement aux critères. Ça, je pense que ça illustre le fait qu'on est tous uniques, on est tous différents dans la façon de faire nos affaires, dans les modèles d'affaires que nous avons, dans le type d'entreprise que nous choisissons d'avoir. Mais par contre, je pense 2 choses que moi je retiens à date, c'est que les mesures qui ont été mises sur pied avant, ça fait en sorte que ça fait une sorte d'écrémage. C'est pénible à dire et très négatif dans le sens où celles qui pourront en bénéficier vont quasiment être celles qui vont survivre, alors que les autres vont malheureusement être en péril et espérons-le pas pendant trop longtemps pour être en mesure de renverser la vapeur. Donc ça. Même si finalement, je me permets de te couper, oui. On se rend compte que en 15 jours, il y a eu justement une adaptation aussi des offres gouvernementales. Au tout début, oui. Là, il y avait 60% des startups qui ne se retrouvaient pas du tout. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a seulement 2,7% des startups qui trouvent qu'elles vont avoir un taux de survie quasiment impossible l'année prochaine. Donc, on a quand même réussi à donc, ça comprend l'adaptation. Je me rappelle encore de la mesure de subvention salariale. Au début, le gouvernement avait annoncé 10% pour après se retrouver 3 semaines plus tard avec 75%. Donc, c'est cette adaptation-là. Mais ces mesures-là, ça met en évidence justement plusieurs éléments par rapport à
celles qui vont les entreprises qui vont survivre et celles qui vont moins survivre. Et c'est pourquoi, dès le début de la crise, moi, je pense à un créneau d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont moins couverts ou peut-être moins interpellés, ce sont les petits commerces de quartier, les commerces de détail. Aujourd'hui, j'étais très contente d'ailleurs de voir que ça va être des commerces qui vont pouvoir réouvrir en premier, dans plus de manufactures et des entreprises de la construction, parce que je trouvais que une transition numérique était compliquée, mettons le fleuriste du coin ou je ne vais même pas parler de dépanneurs parce que eux ils ont eu la chance de pouvoir rester ouverts pendant la crise, mais je trouve que les petits commerces de quartier qui définissent un peu nos quartiers à Montréal, qui donnent un peu la couleur, le visage, un peu l'ADN à la ville que nous aimons et nous apprécions, je trouve que eux ils étaient un peu les oubliés de différentes mesures. Et le fait qu'on puisse leur permettre de réouvrir très rapidement, je pense que ça aussi, ça c'est une réponse du gouvernement pour être en mesure de répondre à leurs besoins et à leur détresse, si on veut. Mais une autre mesure aussi que j'ai vu passer qui peut-être a permis à plusieurs commerces de quartier, c'est la mesure de la Ville de Montréal en termes de livraison, que ce soit livraison à vélo. Donc ça aussi, ça a été une réponse assez précise, probablement ponctuelle, pour être en mesure de soutenir les commerces de quartier, les commerces locaux. Mais ça aussi, ça c'est un créneau que très rapidement, j'ai pu réaliser que on va faire comment pour ces gens-là qui ont des fois donné leur vie, leurs économies à leur entreprise, qui ont ouvert un petit commerce, qui n'ont pas de site Internet, que c'est juste des commerces quand on passe sur la rue qu'on apprécie et qui donnent vraiment l'âme au quartier que nous aimons. Mais je suis contente de voir que peut-être plus rapidement que les autres, en tout cas, ils vont être en mesure de rouvrir. Ben, on voit aussi une réflexion, une réaction pratico-pratique, que ça soit autant à travers la ville de Montréal que justement les aides gouvernementales. Donc c'est, je trouve, une des grandes forces du Québec d'avoir ce côté très palpable et pratico-pratique. Il y a un problème, on essaye de voir comment on peut les aider le plus rapidement possible. Oui. Donc c'est peut-être pas une solution représentant la panacée, mais qui va permettre de pouvoir patcher un peu. J'aimerais inviter les gens qui nous écoutent, nous regardent, à peut-être poser leurs questions avant que je t'adresse la dernière question qui va clore cette entrevue. J'ai toujours l'habitude de terminer sur une note plus positive que le reste de mon entrevue, à l'instar un peu de tes high five de la semaine que j'aime beaucoup. J'aimerais savoir, selon Déborah, cher enfant, de quoi demain sera fait, que ça soit d'un point de vue autant dans l'économie en général, dans le milieu des communautés, de l'événementiel, des relations d'affaires, de l'entreprise, de quoi tu penses que demain sera fait à travers toi, là, ton point de vue, tes tripes, tes sentiments, autant que femme, que entrepreneur, que citoyenne québécoise? Alors, deux mots qui me viennent en tête rapidement, je dirais c'est un mot positif et peut-être moins positif, c'est agilité et incertitude, dans le sens où je pense que maintenant, on n'a plus le choix de se montrer flexible, ouvert et prêt à changer à tout moment. L'aspect incertitude, c'est justement, je pense que je fais encore référence à l'article dans la presse par rapport aux 4 dirigeants de banques ici au Québec, c'est il disait, on avait tout prévu sauf ça. Donc, on peut prévoir une crise terroriste, une attaque terroriste, une crise au niveau de cybersécurité, des employés, une crise de la main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais on insiste pour dire qu'on avait tout prévu sauf ça. Donc là, je pense que avec la crise de la COVID, il y a comme un astérisque qui vient d'être ajouté dans tous les plans d'action ou plan stratégique de plusieurs institutions, entreprises, etc., c'est mais on ne sait pas au cas où on n'est pas en mesure de faire ça, au cas où on ne serait pas en mesure de livrer tel projet, au cas où on ne serait pas en mesure de voyager, au cas où on ne serait pas en mesure de se rencontrer face à face. Donc, je pense qu'il y a l'aspect incertitude, mais qui rejoint aussi, en fait, je pense que les deux sont liés, agilité et incertitude. Donc, agilité face à l'incertitude, mais aussi incertitude de quand on aura besoin de cette agilité-là. Mais je pense que c'est deux mots qu'on va retrouver plus souvent, en tout cas au cours des 6, 12 prochains mois et peut-être même des 2 prochaines années.
Écoute, merci beaucoup, Déborah, pour cet échange que je vais essayer de résumer. Déjà, le premier conseil que tu nous as donné, c'était d'aller sur le terrain pour pouvoir rester en contact avec ses membres, avec ses clients. Il y a un mélange aussi très important à garder en tête qui est avoir de l'innovation, de la réactivité, l'apprentissage des outils qui doit se faire rapidement, toujours rester à l'écoute, mettre en place de la transparence et avoir le plus possible l'implication de tous dans son équipe. Et enfin, on terminait sur les deux mots qui sont très importants et qui résument, je pense, très bien autant la réactivité de la Jeune Chambre de commerce de Montréal que l'esprit qu'on doit garder justement en tête pour la suite, c'est d'être agile face à l'incertitude, dans le sens où on ne sait pas si on sera toujours en mesure de faire comme on avait l'habitude de faire et de toujours rester ouvert à ce qui pourrait arriver. Donc, je te remercie vraiment beaucoup pour ce partage. Merci d'avoir accepté. Merci pour le bon résumé, oui, merci. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous reviendrons jeudi prochain, toujours sur cette thématique, comment faire face à l'impact de la crise sur les communautés et les écosystèmes. Au programme, comme d'habitude, réactions, conseils, exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain, 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Sarah Eden Dadoun, présidente de MTL Plus e-commerce, qui ne cesse de se réinventer pour s'adapter et accompagner sa communauté d'affaires. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, vos avis, vos suggestions. Prenez soin de vous, profitez du soleil. C'est important pour le moral. Je vous retrouve jeudi. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.